Grand-mère, ne monte pas dans la voiture. J'ai vu ce que papa a fait. Ces mots sont sortis de la bouche de mon petit-fils de 8 ans un dimanche matin, alors que je rangeais ma valise dans le coffre. Il pleurait. Ses petites mains agrippaient mon bras avec une force que je n'attendais pas d'un enfant si jeune. Mon corps s'est glacé. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la voiture, puis la maison, où mon fils Armand finissait de fermer la porte d'entrée à clé, avec ce sourire poli qu'il portait depuis 2 jours, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. À cet instant, quelque chose en moi a compris que ce week-end n'avait pas été une visite ordinaire. Ça avait été un adieu. Je m'appelle Mélinda Renoir. J'ai 60 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, par un appel téléphonique. C'était un jeudi soir. Je venais de terminer mon dîner. Une soupe de légumes, toujours la même depuis que je vis seule, quand mon téléphone a sonné. Armand. Mon fils ne m'appelait presque jamais. 2 fois par an peut-être. Noël, mon anniversaire. Parfois même pas. J'ai décroché avec cette petite boule dans la gorge que toutes les mères connaissent. Ce mélange d'espoir et de peur. Maman? Sa voix était douce, presque affectueuse. Armand? Tout va bien? Oui. J'ai pensé à toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Longtemps. 8 mois, exactement. Depuis le baptême d'Othon, mon petit-fils. Ce jour-là, il m'avait à peine adressé la parole. Je me disais, pourquoi tu ne viendrais pas passer le week-end chez nous? Othon te réclame tout le temps? Mon cœur s'est serré. Othon, ce petit garçon aux yeux clairs qui me ressemblait tant. J'ai hésité. Quelque chose dans le ton d'Armand sonnait faux. Trop chaleureux. Trop soudain. Mais j'ai accepté. Parce qu'une mère accepte toujours, même quand elle sent que quelque chose ne va pas. Le vendredi suivant, je suis arrivée chez lui en début d'après-midi. Une maison bourgeoise à Neuilly-sur-Seine, avec un petit jardin bien entretenu et des volets bleu ciel. Armand m'a ouvert la porte. Il portait un pull en cachemire gris, des lunettes fines. Il avait 42 ans, mais en paraissait 50. Maman, entre. Pas d'embrassade, juste un geste sec de la main. Sa femme, Céline, est apparue derrière lui. Elle m'a salué d'un sourire pincé avant de disparaître dans la cuisine. Et puis Othon est descendu en courant. « Grand-mère !» Il s'est jeté dans mes bras. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré son odeur d'enfant, un mélange de savon et de chocolat. C'était la seule chose vraie dans cette maison. Le premier soir, nous avons dîné en silence. Armand coupait sa viande avec des gestes précis, mécaniques. Céline fixait son assiette. Othon me regardait avec de grands yeux inquiets, comme s'il voulait me dire quelque chose mais n'osait pas. J'ai essayé de briser le silence. « C'était délicieux, Céline. Merci. » Elle a souri, sans lever les yeux. Armand a posé sa fourchette. « Maman, tu as l'air fatiguée. Tu devrais te reposer. » Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Je suis montée dans la chambre d'amis. Une chambre propre, froide, sans âme. J'ai ouvert ma valise et j'ai sorti la petite photo que je garde toujours avec moi. Une photo d'Armand enfant, sur mes genoux, souriant. Je l'ai posée sur la table de nuit. Et j'ai pensé, où est passé cet enfant-là? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'entendais des murmures en bas, des voix étouffées. Armand et Céline discutaient, mais je ne comprenais pas les mots. Juste le ton, tendu, nerveux. À un moment, j'ai cru entendre mon prénom. J'ai fermé les yeux et j'ai prié pour que ce week-end passe vite. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil qui entrait par les rideaux blancs de la chambre d'amis. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Puis, tout m'est revenu. La maison froide, les murmures de la nuit, le regard inquiet d'Othon. Je me suis levée lentement. Mes articulations craquaient. 60 ans, ça ne pardonne pas. J'ai enfilé ma robe de chambre en laine beige, celle que j'avais achetée à Paris il y a 15 ans, dans une petite boutique près du Marais. Cette robe avait traversé tant de choses avec moi. Le départ de mon mari, Jean-Claude, mort d'un cancer il y a 12 ans, les Noëls solitaires, les anniversaires oubliés. Je l'ai serré contre moi comme on serre un vieux souvenir, et je suis descendue. La cuisine sentait le café frais et les croissants chauds. Céline était debout près de l'évier, les cheveux tirés en arrière, le visage fermé. Elle ne m'a pas regardée quand je suis entrée. « Bonjour Céline. »« Bonjour. » Un mot. Sec, froid.
Elle a posé une tasse devant moi sans un sourire, puis elle est sortie de la cuisine comme si ma présence l'étouffait. Je me suis assise seule à la grande table en chêne massif. Une table trop grande pour cette famille, trop belle aussi. Tout dans cette maison était trop beau, trop parfait, trop vide. J'ai bu mon café en silence, en regardant par la fenêtre le petit jardin où Othon jouait avec un ballon. Et soudain, je me suis souvenu d'un autre jardin, d'une autre maison, celle où Armand a grandi. C'était une petite maison à Versailles, avec un jardin rempli de roses que je taillais moi-même chaque printemps. Jean-Claude et moi n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque, mais nous avions de l'amour partout, dans les rires du dimanche matin, dans les tartines grillées que Jean-Claude préparait en chantant du Jacques Brel, dans les câlins d'Armand, ce petit garçon aux joues rondes qui courait vers moi en criant « Maman! Maman! Regarde ce que j'ai trouvé !» Il me montrait des cailloux, des feuilles, des insectes, et je lui disais « C'est magnifique, mon chéri !» Parce que c'était magnifique, parce qu'il était magnifique. Armand était un enfant doux, sensible. Il pleurait quand il voyait un oiseau blessé. Il voulait devenir vétérinaire pour sauver tous les animaux du monde. Le soir, il s'endormait dans mes bras pendant que je lui lisais des histoires. Le Petit Prince, les fables de La Fontaine, les contes de Perrault. Il me regardait avec des yeux pleins d'émerveillement et me disait « Maman, tu es la plus belle maman du monde. » Et moi, je lui caressais les cheveux en pensant « Je ferai tout pour toi, mon petit, tout. » Mais les années passent, les enfants grandissent, et parfois, ils deviennent des étrangers. Armand a changé après la mort de son père. Il avait 18 ans. Il venait d'entrer à HEC. Il était brillant, ambitieux, déterminé. Mais quelque chose en lui s'est durci. Il a commencé à parler d'argent, de réussite, de ne pas finir comme papa. Papa était un raté, maman. Il est mort sans rien laisser. Ces mots m'avaient brisé. Jean-Claude n'était pas un raté. Il était professeur de littérature. Il gagnait peu, c'est vrai, mais il avait une dignité, une bonté, une lumière que l'argent ne peut pas acheter. J'avais essayé de le lui expliquer, mais Armand ne m'écoutait plus. Après ses études, il a décroché un poste dans une grande banque d'affaires. Il s'est marié avec Céline, une femme froide et calculatrice issue d'une famille fortunée. Ils ont acheté cette maison à Neuilly. Ils ont eu Othon. Et moi, je suis devenue une obligation. Une vieille femme qu'on invite une fois par an par politesse. Une mère qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose. Mais jamais par amour. J'ai fini mon café en regardant la photo d'Armand enfant que j'avais posée sur la table. Ce petit garçon aux joues rondes. Ce petit garçon qui voulait sauver le monde. Où es-tu, mon fils? Qu'est-ce que la vie t'a fait? La porte de la cuisine s'est ouverte brusquement. Armand est entré, déjà habillé, le téléphone à la main. « Maman, ça va? »« Oui, merci. » Il a souri. Ce sourire étrange qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « On va faire une balade tout à l'heure. »« Ça te dit? » ?»« Avec plaisir. » Il a hoché la tête et il est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Je suis restée seule, avec mon café froid et ce sentiment étrange qui grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? L'après-midi, nous sommes sortis nous promener au bois de Boulogne. Othon marchait à côté de moi, sa petite main dans la mienne. Armand et Céline marchèrent devant, silencieux. Othon me serrait la main très fort. « Grand-mère? Oui, mon chéri ?» Il a hésité. Puis il a baissé les yeux. Rien. Mais je voyais bien qu'il voulait me dire quelque chose. Nous avons marché longtemps entre les arbres qui perdaient leurs feuilles dorées. L'automne avait cette beauté triste que j'ai toujours aimée. À un moment, Armand s'est arrêté devant un banc. « Maman, assieds-toi. Tu dois être fatiguée. » Je n'étais pas fatiguée, mais je me suis assise. Armand s'est assis à côté de moi. Il a posé sa main sur la mienne. Un geste affectueux, trop affectueux. « Maman, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est serré. Quand un fils dit ça à sa mère sans raison, c'est qu'il va lui demander quelque chose. Ou pire, c'est qu'il cache quelque chose. Bien sûr, mon chéri. Il a souri. Il a serré ma main. Et dans ce geste, j'ai senti quelque chose de faux, quelque chose de glacé. Le soir, au dîner, Armand a ouvert une bouteille de vin, un Château Margaux, une bouteille à 300 €, pour célébrer ta visite, maman. Il a rempli mon verre, puis le sien, puis celui de Céline. Othon nous regardait en silence, les yeux baissés sur son assiette. Nous avons trinqué. « À la famille », a dit Armand. J'ai bu une gorgée. Le vin était excellent.
mais il avait un goût amer. Cette nuit-là, j'ai encore entendu des murmures, plus forts, plus tendus. J'ai collé mon oreille contre la porte. Elle ne doit rien soupçonner. Et après, tout sera réglé. Mon sang s'est glacé. De qui parlait-il? De moi? Je me suis assise sur le lit, tremblante. J'ai pris la photo d'Armand enfant dans mes mains, et j'ai pleuré. Pas des larmes bruyantes, des larmes silencieuses, celles des mères qui comprennent que leur enfant ne les aime plus, ou pire, que leur enfant leur veut du mal. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le dimanche matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillée avec cette sensation étrange qu'on a parfois dans les cauchemars. Ce moment où on sait qu'on rêve, mais où on ne peut pas se réveiller. Sauf que ce n'était pas un rêve, c'était ma vie. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris. Il allait pleuvoir. Aujourd'hui, je rentre chez moi, ai-je pensé. Et pour la première fois de ma vie, l'idée de quitter mon fils m'a soulagée. J'ai fait ma valise lentement, en pliant chaque vêtement avec soin. C'est une habitude que j'ai depuis toujours. Plier, ranger, organiser. Ça me calme. J'ai glissé la photo d'Armand enfant dans la poche intérieure de mon sac à main. Je la garde toujours près de moi, comme un talisman, comme une prière. Puis je suis descendue. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Céline n'était pas dans la cuisine. Armand non plus. Seul Othon était là, assis à la table, devant un bol de céréales qu'il ne touchait pas. « Bonjour mon chéri. » Il a levé les yeux vers moi, des yeux rouges, gonflés. Il avait pleuré. « Grand-mère !» Sa voix tremblait. Je me suis approchée et je me suis agenouillée devant lui. « Qu'est-ce qu'il y a, Othon ?» Il a baissé la tête. Ses petites mains serraient le bord de la table. « Rien. Mon chéri, tu peux tout me dire. » Il a secoué la tête. Une larme a coulé sur sa joue. « Papa a dit que je devais me taire. Mon cœur s'est arrêté. »« Te taire sur quoi ?» Il n'a pas répondu. À ce moment-là, Armand est entré dans la cuisine. Il portait un jean sombre et un pull noir. Il avait les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi. « Maman, tu es prête ?»« Oui. »« Bien, je vais chercher tes affaires. » Il est monté à l'étage sans me regarder. Othon s'est levé brusquement et s'est enfui dans le jardin. Je suis restée seule dans cette cuisine glacée, avec ce sentiment de plus en plus fort que quelque chose de terrible allait arriver. 10 minutes plus tard, Armand est descendu avec ma valise. « C'est tout ?»« Oui, merci. » Il a ouvert la porte d'entrée. Le vent froid de novembre est entré dans la maison. Céline est apparue dans le couloir. Elle m'a regardée avec ce sourire pincé qu'elle portait depuis 2 jours. « Au revoir, Mélinda. » Pas « belle maman », pas « à bientôt ». Juste « au revoir », comme si elle savait qu'elle ne me reverrait plus. Nous sommes sortis dans l'allée. Ma voiture était garée devant la maison. Une vieille Peugeot 208 blanche que je conduisais depuis 15 ans. Elle n'était pas belle, mais elle était fiable. Armand a ouvert le coffre et y a posé ma valise avec un geste sec. « Voilà. Merci, mon chéri. » Il a hoché la tête. Il avait ce regard distant, froid, que je ne reconnaissais plus. « Bon retour, maman. » Il s'est penché vers moi et m'a embrassé sur la joue. Un baiser rapide, mécanique. Le baiser qu'on donne à une étrangère. Je me suis dirigée vers la portière conducteur. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Othon est sorti en courant de la maison. Il portait encore son pyjama. Ses pieds étaient nus sur le gravier froid. « Grand-mère !» Il a couru vers moi et il m'a agrippé le bras. Il pleurait. « Grand-mère, ne monte pas dans la voiture. Mon sang s'est glacé. »« Othon, qu'est-ce que tu racontes ?» Il sanglotait, ses petites mains tremblaient. « S'il te plaît, ne monte pas !» Armand s'est avancé d'un pas. « Othon, rentre à la maison !» Sa voix était dure, tranchante. Othon s'est accroché à moi encore plus fort. J'ai vu ce que papa a fait. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé Othon, puis Armand, puis la voiture. Armand avait le visage fermé, les mâchoires serrées, les poings crispés. « Othon, rentre immédiatement !» Mais Othon ne lâchait pas mon bras. « Grand-mère, s'il te plaît, ne pars pas !» Céline est sortie de la maison à son tour. « Othon, viens ici tout de suite !» Elle l'a attrapé par le bras et l'a tiré vers elle d'un geste brusque. Othon criait. Il pleurait. Il tendait les mains vers moi. « Grand-mère! Grand-mère !» Céline l'a traîné à l'intérieur et a claqué la porte. Je suis restée figée dans l'allée, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Armand s'est rapproché de moi. « Excuse-le, maman. Il est fatigué. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Rien.
Il délire. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Il a souri. Ce sourire faux. Ce sourire qui me glaçait. Allez, rentre bien. Appelle-moi quand tu arrives. Il est rentré dans la maison sans un regard en arrière. Je suis restée seule dans l'allée, sous le ciel gris. Les mots d'Othon résonnaient dans ma tête. J'ai vu ce que papa a fait. Qu'est-ce qu'il avait vu? Pourquoi avait-il peur? Pourquoi pleurait-il? J'ai regardé la voiture. Une vieille Peugeot blanche. Rien d'extraordinaire. Pourtant, quelque chose en moi me disait de ne pas monter dedans. Quelque chose me disait que si je montais, je ne reviendrais pas. J'ai ouvert la portière conducteur lentement. J'ai posé mon sac sur le siège passager. J'ai mis la clé dans le contact. Et puis je me suis arrêtée. J'ai vu ce que papa a fait. J'ai retiré la clé. Je suis sortie de la voiture. Et j'ai fait le tour du véhicule. C'est là que je l'ai vu. Une petite flaque. Juste sous le côté gauche de la voiture. Un liquide sombre. Épais. Je me suis agenouillée. J'ai passé mon doigt dedans. Du liquide de frein. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai regardé sous la voiture. Je ne suis pas mécanicienne. Je ne connais rien aux voitures. Mais même moi, j'ai vu. Le tuyau des freins était coupé. Pas déchiré. Pas abîmé. Coupé. Proprement. Volontairement. Je me suis relevée, tremblante. J'ai regardé la maison. Armand était à la fenêtre du salon. Il me regardait. Nos yeux se sont croisés. Et dans ce regard, j'ai tout compris. Mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais porté, celui que j'avais aimé, celui pour qui j'aurais donné ma vie, venait d'essayer de me tuer. J'ai sorti mon téléphone de ma poche avec des mains tremblantes. J'ai composé le numéro de mon garagiste, Monsieur Bertrand, un homme que je connaissais depuis 20 ans. Allô? Monsieur Bertrand, c'est Mélinda Renoir. J'ai besoin de vous. Tout de suite. Madame Renoir, qu'est-ce qui se passe? Je suis à Neuilly. Ma voiture, il y a un problème avec les freins. Les freins? Oui. Le tuyau, je crois qu'il est coupé. Un silence. Coupé? Vous êtes sûr? Oui. Un autre silence. Plus long. Madame Renoir, ne montez surtout pas dans cette voiture. Je viens tout de suite. J'ai raccroché. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Armand n'y était plus. J'ai attendu dans l'allée, debout, immobile, sous la pluie fine qui commençait à tomber. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Armand n'est pas ressorti. Céline non plus. Seul Othon était à la fenêtre de l'étage, son petit visage collé contre la vitre. Il me regardait avec des yeux pleins de larmes. Et j'ai compris. Il avait essayé de me sauver. Mon petit-fils de 8 ans avait essayé de sauver sa grand-mère. Monsieur Bertrand est arrivé 30 minutes plus tard dans sa camionnette jaune. Il est descendu, s'est agenouillé sous la voiture, a inspecté. Puis il s'est relevé, le visage grave. « Madame Renoir, dites-moi, le tuyau de frein a été sectionné, proprement, avec un outil. Ce n'est pas un accident. Non. » Il m'a regardé droit dans les yeux. C'est un sabotage. Si vous étiez parti avec cette voiture, vous n'auriez pas pu freiner. Sur l'autoroute, il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Je me suis retournée vers la maison. Armand était à nouveau à la fenêtre. Il ne bougeait pas. Il me regardait. Et dans ce regard, j'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. Mon fils voulait ma mort. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce jour-là. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je n'ai pas bougé pendant plusieurs minutes. Debout dans cette allée, sous la pluie qui tombait de plus en plus fort, je regardais la maison où mon fils vivait. Une belle maison. Une maison de rêve, avec des volets bleus et un jardin parfait. Une maison qui cachait un cauchemar. Monsieur Bertrand a posé sa main sur mon épaule. « Madame Renoir, il faut appeler la police. » La police. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une cloche funèbre. Appeler la police. Dénoncer mon fils. Dire à des étrangers que mon propre enfant avait essayé de me tuer. « Madame Renoir, vous m'entendez? »« Oui, oui, je ne trouvais pas mes mots. Parce que dans ma tête, une autre voix parlait. Une voix que je connaissais bien. La voix d'une mère. « Tu te trompes, Mélinda. Ce n'est pas possible. Pas Armand. Pas ton fils. Il y a forcément une explication. » Monsieur Bertrand a sorti son téléphone. « Je vais appeler. »« Non !» Le mot était sorti trop vite. Trop fort. Il m'a regardé, surpris. « Madame Renoir, quelqu'un a saboté votre voiture. C'est une tentative de meurtre. Je sais. Mais quoi? Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à cet homme que je ne pouvais pas détruire mon propre fils, même s'il avait essayé de me tuer?
même si je venais de voir la vérité en face, parce que c'est ça, être mère. On ne peut pas effacer 30 ans d'amour en 10 minutes. On ne peut pas renier l'enfant qu'on a mis au monde, même quand cet enfant devient un monstre. Monsieur Bertrand, s'il vous plaît, donnez-moi du temps. Du temps? Pour quoi faire? Pour comprendre. Il a secoué la tête, incrédule. Madame Renoir, avec tout le respect que je vous dois, il n'y a rien à comprendre. Quelqu'un a voulu vous tuer. Je sais. Alors, laissez-moi juste réfléchir. Il m'a regardé longuement. Puis, il a soupiré. D'accord. Mais je vais remorquer votre voiture à mon garage. Et je garde les preuves. Le tuyau coupé, les photos, tout. Si vous changez d'avis, merci. Il a hoché la tête et il est allé chercher sa dépanneuse. Je suis restée seule, trempée, glacée, perdue. La porte de la maison s'est ouverte. Armand est sorti, un parapluie à la main. Il marchait vers moi lentement, calmement, comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas découvert ce qu'il avait fait. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était douce, inquiète, une voix de fils aimant, une voix de menteur. La voiture, elle a un problème. Ah bon? Quel genre de problème? Il s'est approché. Il a regardé sous la voiture. Il a vu la flaque de liquide de frein. Et il n'a pas bronché. Pas un tremblement. Pas une hésitation. Oh là là, les freins, c'est dangereux ça. Il m'a regardé droit dans les yeux. Heureusement que tu ne sois pas parti. Tu aurais pu avoir un accident. J'aurais dû crier. J'aurais dû le gifler. J'aurais dû hurler. C'est toi qui as fait ça. Mais je n'ai rien dit. Parce que j'avais peur. Peur de lui. Peur de la vérité. Peur de perdre définitivement ce qu'il restait de mon fils. Écoute, maman, tu vas rester ici encore un peu, le temps que ton garagiste répare tout ça. Non, je vais prendre un taxi. Un taxi? Pour aller à Versailles? Ça va te coûter une fortune. Ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Tu es ma mère. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. Il a posé sa main sur mon épaule. Un geste affectueux. Un geste de fils aimant. Un geste qui me glaçait. Reste ce soir. Demain, je te ramène moi-même. J'aurais dû refuser. J'aurais dû partir en courant. Mais je suis restée. Parce qu'une partie de moi voulait encore croire. Croire que je m'étais trompée. Croire qu'il y avait une autre explication. Croire que mon fils n'était pas un assassin. Nous sommes rentrés dans la maison. Céline était dans le salon, assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Elle m'a regardé avec ce sourire froid que je commençais à détester. « Vous restez finalement ?»« Oui, juste pour ce soir. Comme c'est agréable. » Elle a bu une gorgée de vin et elle est montée à l'étage. Armand a disparu dans son bureau. Et moi, je me suis assise dans le salon, seule, tremblante, avec ce poids dans la poitrine. Othon est descendu quelques minutes plus tard. Il s'est approché de moi sur la pointe des pieds, comme s'il avait peur de faire du bruit. « Grand-mère? Oui, mon chéri ?» Il s'est assis à côté de moi. Il a posé sa petite main sur la mienne. « Tu ne m'en veux pas? T'en vouloir? Pourquoi? Parce que j'ai dit ce que j'ai dit. Papa est très en colère contre moi. Mon cœur s'est brisé. Mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Au contraire. Mais papa dit que je suis un menteur. Tu n'es pas un menteur. Il dit que j'ai tout inventé. » Je l'ai pris dans mes bras. Il tremblait. Un petit garçon de 8 ans qui portait un secret trop lourd pour lui. « Othon, qu'est-ce que tu as vu ?» Il a hésité. Puis il a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu, « Je l'ai vu, hier soir, dans le garage. Il avait des outils. Il était sous ta voiture. Et après, il m'a vu, il m'a dit que c'était une surprise pour toi, que je ne devais rien dire. Une surprise. Mon Dieu. Mais ce matin, j'ai vu du liquide par terre, et j'ai compris. Compris quoi? Qu'il voulait te faire du mal. Les larmes me sont montées aux yeux. Cet enfant, ce petit garçon courageux, il avait compris ce que moi, je refusais encore d'accepter. Othon, tu m'as sauvé la vie. Vraiment? Oui. Il a souri. Un petit sourire triste. Grand-mère, tu vas partir? Oui. Demain. Et tu vas revenir? J'ai hésité, parce que je ne savais pas. Comment revenir dans cette maison après ce qui s'était passé? Comment regarder mon fils en face? Comment faire semblant? Je ne sais pas, mon chéri. S'il te plaît, reviens. Sinon, je vais être tout seul. Il s'est blotti contre moi, et j'ai compris quelque chose. Othon n'était pas juste un petit garçon qui m'aimait. Il était un petit garçon qui avait peur. Peur de son père, peur de cette maison,
Peur d'être seule avec des gens qui ne l'aimaient pas vraiment. Othon, écoute-moi bien. Si un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles. D'accord? D'accord. Tu promets? Je promets. Je l'ai serré très fort contre moi. Et j'ai prié pour qu'il ne lui arrive rien. Le soir est tombé. Nous avons dîné en silence. Armand mangeait tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Céline buvait son vin. Othon gardait les yeux baissés. Et moi, je ne touchais pas à mon assiette. À un moment, Armand a levé son verre. « À demain, maman. Je te ramène chez toi en voiture. » Mon sang s'est glacé. « Non, je vais prendre le train. »« Le train? Mais pourquoi? »« Parce que j'aime bien le train. » Il a souri. « Comme tu veux. » Mais dans ce sourire, j'ai vu quelque chose, de la déception, parce que son plan avait échoué et qu'il allait devoir trouver autre chose. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise sur le lit, tout habillée, mon sac à main sur les genoux, prête à partir, prête à fuir. Et dans ma tête, une seule question tournait en boucle. Pourquoi? Pourquoi mon fils voulait-il ma mort? Qu'avais-je fait pour mériter ça? J'ai sorti la photo d'Armand enfant de mon sac, ce petit garçon aux joues rondes, ce petit garçon qui voulait sauver les animaux. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Où ai-je échoué? Et puis, soudain, j'ai compris. Ce n'était pas de l'amour qu'Armand voulait de moi. C'était mon argent, mon héritage, ma mort. Parce que j'avais quelque chose qu'il voulait. Une assurance vie, un compte en banque, une petite maison à Versailles. Pas grand-chose, mais assez pour un homme sans scrupules. Assez pour un fils qui n'aimait plus sa mère. Les larmes ont coulé sur mes joues. Pas des larmes de peur, des larmes de deuil. Le deuil de mon fils. Le deuil de l'enfant qu'il avait été. Le deuil de l'amour que j'avais cru éternel. À l'aube, j'ai entendu des pas dans le couloir. Quelqu'un s'est arrêté devant ma porte. J'ai retenu ma respiration. La poignée a bougé, puis plus rien. Les pas se sont éloignés. Quand le soleil s'est levé, j'ai compris. Je devais partir. Mais pas seulement partir. Je devais agir. Parce que si je ne faisais rien, Armand recommencerait. Et la prochaine fois, peut-être qu'Othon ne serait pas là pour me sauver. Le lundi matin, je me suis levée avant tout le monde. Il était 6 heures. Le ciel était encore sombre. J'ai pris ma valise, mon sac, et je suis descendue sans faire de bruit, comme une voleuse dans la maison de mon propre fils. Dans le salon, j'ai laissé un mot sur la table basse. « Armand, merci pour le week-end. Je prends le premier train. Je ne voulais pas te réveiller. » Maman. Un mensonge poli. Un dernier geste de mère. Puis je suis sortie. L'air du matin était glacé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à fermer la porte derrière moi. J'ai appelé un taxi depuis mon téléphone. « Gare Saint-Lazare, s'il vous plaît. »« J'arrive dans 10 minutes, madame. » 10 minutes qui m'ont paru une éternité. Je suis restée dans l'allée, ma valise à mes pieds, en regardant cette maison une dernière fois. Derrière la fenêtre de l'étage, j'ai vu une ombre. Othon. Il me regardait. J'ai levé la main pour lui faire un signe. Il a levé la sienne aussi. Et puis, il a disparu. Le taxi est arrivé. Un homme d'une 50aine d'années, silencieux, qui n'a pas posé de questions. Tant mieux. Parce que je n'avais pas de réponse. Pendant tout le trajet, je n'ai pas arrêté de regarder par la fenêtre. Paris se réveillait lentement. Les rues étaient encore désertes. Les boulangeries ouvraient leurs portes. L'odeur du pain frais entrait par la vitre entr'ouverte. Une odeur de normalité. Une odeur de vie. Mais moi, je me sentais morte à l'intérieur. Arrivée à la gare, j'ai payé le chauffeur et je me suis dirigée vers le quai. Le train pour Versailles partait dans 20 minutes. Je me suis assise sur un banc, ma valise à côté de moi, et j'ai fermé les yeux. Grand-mère, ne monte pas dans la voiture. J'ai vu ce que papa a fait. La voix d'Othon résonnait encore dans ma tête. Cette petite voix tremblante, cette petite voix courageuse. J'ai sorti mon téléphone. J'avais 2 messages. Le premier venait d'Armand. « Maman, tu es partie sans me dire au revoir. J'espère que tout va bien. Appelle-moi quand tu arrives. » Des mots gentils, des mots vides, des mots de quelqu'un qui faisait semblant. Le deuxième message venait de Monsieur Bertrand, mon garagiste. « Madame Renoir, j'ai inspecté votre voiture de fond en comble. Le sabotage est évident. Les photos sont prêtes. Si vous changez d'avis pour la police, je suis là. Bon courage. » J'ai regardé ces 2 messages pendant longtemps. D'un côté, mon fils qui mentait, de l'autre, un homme qui me disait la vérité. Le train est arrivé. Je suis montée. Je me suis assise près de la fenêtre, dans un wagon presque vide.
Une vieille femme avec un cabas, un jeune homme avec des écouteurs, un couple qui dormait, blottis l'un contre l'autre. Des gens normaux, des gens qui n'avaient pas peur de mourir à cause de leur propre enfant. Le train a démarré. Et pendant tout le trajet, je n'ai pensé qu'à une chose. Pourquoi? Quand je suis arrivée chez moi, à Versailles, il était 8 heures du matin. Ma petite maison m'attendait, silencieuse et froide. J'ai ouvert la porte. L'odeur familière de lavande et de vieux bois m'a accueillie. Chez moi. Enfin, chez moi. J'ai posé ma valise dans l'entrée et je me suis effondrée sur le canapé. Les larmes sont venues d'un coup. Des larmes que j'avais retenues pendant 3 jours. Des larmes de mère. Des larmes de femme trahie. J'ai pleuré longtemps. Longtemps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Puis, je me suis levée. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode et j'ai sorti une vieille boîte en métal. À l'intérieur, tous mes papiers importants. Mon acte de naissance, mon livret de famille, mon contrat d'assurance vie. Je l'ai ouvert. Assurance vie souscrite en 1990. Bénéficiaire, Armand Renoir, fils. Montant garanti, 250 000 €. 250 000 €. Pas une fortune, mais assez pour tuer sa mère. J'ai refermé le document, les mains tremblantes. Tout devenait clair. Armand avait des dettes, peut-être des problèmes d'argent, peut-être des investissements ratés. Peu importait. Ce qui importait, c'est qu'il avait décidé que ma mort valait 250 000 €. J'ai continué à fouiller dans la boîte. Il y avait autre chose. Un testament que j'avais rédigé il y a 10 ans, après la mort de Jean-Claude. Je lègue tous mes biens à mon fils unique, Armand Renoir. Ma maison, mon compte en banque, mes quelques économies. Tout pour lui. Parce qu'il était mon fils. Parce que je l'aimais. Parce que je pensais qu'il m'aimait aussi. Je me suis assise sur le lit, ce testament dans les mains, et j'ai compris quelque chose d'affreux. Armand attendait ma mort depuis des années. Peut-être même depuis la mort de son père. Il avait juste attendu le bon moment. Le moment où personne ne se poserait de questions. Un accident de voiture, une vieille femme de 60 ans, des freins défaillants, personne n'aurait soupçonné un meurtre. Mon téléphone a sonné. Armand. J'ai regardé l'écran. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. Allô? Maman. Tu es bien arrivée? Oui. Tu aurais pu m'appeler. Je me suis inquiétée. Tu t'es inquiétée. Quelle hypocrisie. Excuse-moi. J'étais fatiguée. Bien sûr. Écoute, maman, pour la voiture, tu vas la faire réparer, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est dangereux, tu sais. Les freins, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il parlait doucement, calmement, comme un fils aimant, comme un assassin prudent. Je sais, Armand. Bon, repose-toi bien, on se rappelle bientôt. Au revoir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Il avait appelé pour vérifier. Vérifier que j'étais bien rentrée. Vérifier que je n'avais rien dit. Vérifier que son plan, même raté, restait secret. Je me suis levée et je suis descendue dans le salon. J'ai ouvert le tiroir du petit meuble où je range mes souvenirs. Des photos, des lettres, des cartes postales. Et au fond, une enveloppe. Une enveloppe que j'avais reçue il y a 6 mois, de la banque. Je l'ai ouverte et j'ai relu la lettre. Madame Renoir, nous vous informons que votre fils, Monsieur Armand Renoir, a fait une demande de consultation de vos comptes bancaires en tant que mandataire potentiel. Nous vous prions de nous confirmer si vous autorisez cette démarche. À l'époque, j'avais trouvé ça étrange. Pourquoi Armand voulait-il accéder à mes comptes? Je lui avais posé la question au téléphone. Il m'avait dit « C'est juste pour t'aider, maman. Au cas où tu aurais besoin. Tu vieillis, tu sais. Tu vieillis. » Ces mots m'avaient blessé. Mais j'avais refusé poliment. « Non, merci, mon chéri. Je gère très bien mes affaires. » Il n'avait pas insisté. Mais maintenant, je comprenais. Il voulait savoir combien j'avais. Il voulait planifier. Il voulait s'assurer que ma mort en valait la peine. Je me suis assise à la table de la cuisine, cette lettre devant moi, et j'ai compris que ce n'était pas un coup de folie. Ce n'était pas un geste impulsif. C'était un plan mûri depuis des mois. Peut-être des années. Mon téléphone a vibré. Un message. Cette fois, ce n'était pas Armand. C'était un numéro inconnu. J'ai ouvert le message. « Grand-mère, c'est Othon. J'ai pris le téléphone de maman. Tu me manques déjà. Papa est bizarre. Il parle tout seul dans son bureau. J'ai peur. Mon cœur s'est arrêté. Il parle tout seul dans son bureau. Que disait-il? Que préparait-il? J'ai répondu immédiatement.
Othon, mon chéri, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Si tu as peur, va dans ta chambre et ferme la porte. Et surtout, ne dis à personne que tu m'as écrit. D'accord? Quelques secondes plus tard, la réponse est arrivée. D'accord. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, mon chéri. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient. Othon avait peur. Mon petit-fils avait peur de son propre père. Et moi, j'étais là, à des kilomètres de lui, incapable de le protéger. Je me suis levée. J'ai fait les 100 pas dans le salon. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je ne pouvais pas attendre qu'Armand recommence, parce qu'il allait recommencer. J'en étais sûre. J'ai pris mon manteau, j'ai pris mon sac, et je suis sortie. 20 minutes plus tard, j'étais au commissariat de Versailles, un bâtiment gris, froid, intimidant. J'ai poussé la porte. Une jeune femme en uniforme était assise derrière un comptoir. « Bonjour, madame. Je peux vous aider ? » ?»« Oui, je voudrais porter plainte. » »« Pour quel motif ?» J'ai hésité. Les mots refusèrent de sortir. Parce que dire ces mots, c'était rendre la chose réelle. C'était détruire définitivement le lien qui me restait avec mon fils. « Madame ?» J'ai pris une grande inspiration. « Tentative de meurtre ?» La jeune femme a levé les yeux, surprise. « Tentative de meurtre ? » ?»« Oui. »« Par qui ?» J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Armand enfant, à ses rires, à ses câlins, à ses « je t'aime, maman ». Et puis, j'ai pensé à Othon, à sa petite voix tremblante, à ses larmes, à sa peur. J'ai rouvert les yeux. Par mon fils. La jeune policière a posé son stylo. Elle m'a regardé avec des yeux ronds. « Votre fils ? » ?»« Oui. »« Madame, c'est une accusation très grave. »« Je sais. Vous êtes sûre de ce que vous avancez ?» J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré les photos que M. Bertrand m'avait envoyées. Le tuyau de frein sectionné, la flaque de liquide sous la voiture, le rapport technique qu'il avait rédigé. Voilà mes preuves. Elle a regardé les photos longuement. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Attendez ici. Je vais chercher un inspecteur. » Elle a disparu derrière une porte. Je suis restée seule dans cette salle d'attente froide. Des affiches sur les murs. En cas de violence, appelez le 17. Protégeons nos enfants. L'ironie me brûlait la gorge. Protégeons nos enfants. Mais qui protège les mères ? 10 minutes plus tard, un homme d'une 50aine d'années est apparu. Grand, les cheveux gris, le regard fatigué. « Madame Renoir, je suis l'inspecteur Moreau. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Il m'a conduite dans un petit bureau encombré de dossiers. 2 chaises, une table, une lumière blanche qui donnait mal à la tête. « Asseyez-vous. » Je me suis assise. Il s'est installé en face de moi, a sorti un carnet et un stylo. « Alors, racontez-moi tout depuis le début. » Et j'ai raconté. Le coup de téléphone d'Armand, 3 semaines plus tôt, l'invitation inhabituelle, le week-end glacé à Neuilly, les murmures nocturnes, le comportement étrange de mon fils, le départ du dimanche matin, les mots d'Othon. « Grand-mère, ne monte pas dans la voiture. J'ai vu ce que papa a fait. » La flaque de liquide de frein, l'inspection de M. Bertrand, le diagnostic, sabotage. L'inspecteur Moreau prenait des notes sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a levé les yeux. « Vous avez un mobile ?» ?»« Oui. » J'ai sorti les documents que j'avais apportés. Le contrat d'assurance vie, le testament, la lettre de la banque concernant la demande d'accès à mes comptes. Il a tout lu attentivement. Puis il a soupiré. « Madame Renoir, je ne vais pas vous mentir. C'est compliqué. » « Compliqué ? Oui. Nous avons des indices troublants, c'est vrai. Mais rien qui prouve de manière absolue que c'est votre fils qui a saboté la voiture. » Le témoignage d'Othon. Othon a 8 ans. Devant un juge, son témoignage sera fragilisé. Surtout s'il s'agit d'accuser son propre père. Mon cœur s'est serré. « Alors, vous ne pouvez rien faire ?» Je n'ai pas dit ça. Il s'est penché vers moi. « Nous allons ouvrir une enquête. Convoquer votre fils, l'interroger, examiner la voiture, vérifier ses finances. Et s'il nie tout, il niera, c'est évident. Mais l'enquête mettra la pression. Et parfois, la pression fait craquer les gens. » J'ai hoché la tête, sans grande conviction. « Madame Renoir, je dois vous poser une question difficile. »« Oui ? Pourquoi votre fils voudrait-il vous tuer ? Au-delà de l'argent, je veux dire. Vous êtes en conflit ? » J'ai réfléchi. « Non, pas de conflit. Juste du vide. »« Du vide ? Oui. Depuis la mort de son père, Armand est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de froid, quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, à la réussite, à l'image sociale. Et vous ? Moi, je suis devenu un poids,
Une vieille femme qui rappelle un passé qu'il veut effacer, un passé de modestie, un passé qu'il trouve honteux. L'inspecteur a hoché la tête lentement. Je vois. Il a refermé son carnet. Madame Renoir, je vais être honnête avec vous. Ce genre d'affaire prend du temps. Des semaines, parfois des mois. En attendant, vous devez vous protéger. Comment? Évitez tout contact avec votre fils. Ne le voyez pas. Ne répondez pas à ses appels si vous ne vous sentez pas en sécurité. Et surtout, changez vos documents. Mes documents? Votre testament, votre assurance vie. Retirez-le comme bénéficiaire. Immédiatement. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Retirez mon fils de mon testament. Retirez mon fils de mon assurance vie. C'était comme dire « Tu n'es plus mon fils ». Mais c'était la vérité, n'est-ce pas? Il n'était plus mon fils. Depuis longtemps. D'accord, je vais le faire. Bien, je vous appelle dès que nous avons du nouveau. Il m'a raccompagné jusqu'à la sortie. Avant de partir, il a posé sa main sur mon épaule. Madame Renoir, je suis désolé. Désolé? Désolé que vous viviez ça. Personne ne devrait avoir peur de son propre enfant. Je suis sorti du commissariat avec un poids dans la poitrine. Personne ne devrait avoir peur de son propre enfant. Mais moi, j'avais peur. Peur d'Armand. Peur de ce qu'il pourrait encore faire. En rentrant chez moi, j'ai appelé mon notaire, Maître Dupuis, un homme que je connaissais depuis 30 ans. « Mélinda? Quelle surprise! Bonjour, maître. J'ai besoin de vous voir. Rapidement. Bien sûr. Quelque chose ne va pas? Non. Enfin, si. Je veux modifier mon testament. » Un silence. « Modifier votre testament? Mais, vous l'avez fait il y a seulement 10 ans. Je sais, mais je veux le changer. Aujourd'hui, si possible. Aujourd'hui? S'il vous plaît. » Il a dû sentir l'urgence dans ma voix. « D'accord. Venez à 15 heures. Merci. » L'après-midi, je me suis rendue à son cabinet, rue de la Paroisse, à Versailles. Un bel immeuble ancien avec des moulures au plafond et des bibliothèques remplies de livres poussiéreux. Maître Dupuis m'a accueilli avec un sourire bienveillant. « Mélinda, asseyez-vous. » Je me suis assise dans le fauteuil en cuir face à son bureau. « Alors, ce testament ?» J'ai pris une grande inspiration. « Je veux retirer Armand comme bénéficiaire unique. » Il a froncé les sourcils. « Retirer Armand? Mais c'est votre fils unique. Je sais. Mélinda, que se passe-t-il? » Je ne pouvais pas tout lui dire. Pas encore. Pas tant que l'enquête n'avait pas avancé. Disons simplement que nous avons eu des différends et que je préfère léguer mes biens autrement. Autrement? À qui? À Othon, mon petit-fils. Maître Dupuis a retiré ses lunettes et m'a regardé longuement. « Mélinda, je vous connais depuis des années. Vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif. Si vous faites ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Oui? Vous voulez en parler? » J'ai hésité. Puis j'ai décidé de lui dire une partie de la vérité. « Armand a essayé de me faire du mal. » Maître Dupuis a pâli. « Du mal? Quel genre de mal? » Le genre de mal qui aurait pu me coûter la vie. Il s'est levé, bouleversé. « Mon Dieu, Mélinda, vous avez porté plainte? » « Oui, ce matin. » « Et la police? » « Ils enquêtent. Mais en attendant, je dois me protéger. » Il a hoché la tête lentement. « Bien, alors faisons-le. » Il a sorti des documents, un ordinateur, et nous avons travaillé pendant plus d'1 heure. À la fin, le Nouveau Testament était prêt. Je, sous-signé Mélinda Renoir, lègue l'intégralité de mes biens à mon petit-fils, Othon Renoir, né le 15 avril 2017. En cas de décès avant sa majorité, les biens seront placés sous tutelle jusqu'à ses 18 ans. J'ai signé. Ma main tremblait. Maître Dupuis a contresigné. Voilà, c'est fait. Il m'a tendu une copie. Mélinda, soyez prudente. Je le serai. En sortant de son cabinet, j'ai respiré un grand coup. C'était fait. Armand n'hériterait plus de rien. Si je mourais maintenant, il n'aurait rien. Rien que sa conscience. Si toutefois il en avait encore une. Je suis rentrée chez moi alors que le soir tombait. Le ciel était rouge, magnifique et triste à la fois. Mon téléphone a sonné. Armand. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas répondu. Puis, un message est arrivé. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Tout va bien? Je m'inquiète. Rappelle-moi. » Je m'inquiète. Encore ce mensonge. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise dans le salon, dans le noir, avec juste la lumière de la rue qui entrait par la fenêtre. Et j'ai pensé à toutes ces années où j'avais aimé Armand, où j'avais tout donné pour lui.
mon temps, mon énergie, mon amour. Et lui, qu'avait-il donné? Rien. Juste des sourires polis. Des appels rares, des visites forcées, et finalement, une tentative de meurtre. J'ai sorti la photo d'Armand enfant de mon sac. Ce petit garçon aux joues rondes, assis sur mes genoux, souriant. Je l'ai regardé longtemps. Puis, je l'ai retourné. Parce que cet enfant-là n'existait plus. Il était mort. Mort depuis longtemps. Et à sa place, il y avait un homme que je ne connaissais pas. Un homme que je ne voulais plus connaître. Ce soir-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des jours. Pas un sommeil paisible, mais un sommeil de femme qui a pris une décision difficile, une décision nécessaire. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Moreau. « Madame Renoir ? Oui, nous avons convoqué votre fils pour un interrogatoire. Il viendra demain à 10 heures. D'accord, je vous tiendrai informé. Merci. » J'ai raccroché. Demain, Armand serait face à la police. Demain, il devrait répondre de ses actes. Demain, la vérité éclaterait. Ou du moins, je l'espérais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une boule dans le ventre. Aujourd'hui, Armand serait interrogé par la police. Aujourd'hui, il saurait que je l'avais dénoncé. Aujourd'hui, tout allait basculer. J'ai préparé mon café machinalement, les gestes automatiques, l'esprit ailleurs. Par la fenêtre de ma cuisine, je voyais le petit jardin que Jean-Claude avait planté il y a tant d'années. Les rosiers étaient fanés. L'automne les avait dévorés. Bientôt, ce serait l'hiver. Bientôt, tout serait nu et froid. Mon téléphone a vibré. Un message de l'inspecteur Moreau. « Madame Renoir, votre fils est arrivé au commissariat. L'interrogatoire commence dans 15 minutes. Je vous tiens informé. » J'ai posé mon café. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé quelques gouttes sur la table. 15 minutes. Dans 15 minutes, Armand saurait. J'ai essayé de m'occuper. J'ai fait la vaisselle. J'ai rangé le salon. J'ai plié du linge. Mais mes pensées revenaient toujours au même endroit. Que va-t-il dire? Va-t-il avouer? Va-t-il nier? Va-t-il pleurer? À 11 heures, mon téléphone a sonné. L'inspecteur Moreau. « Madame Renoir? Oui. L'interrogatoire est terminé. » Et un silence. Votre fils a tout nié. Mon cœur s'est serré. Nié? Oui. Il dit qu'il n'a jamais touché à votre voiture. Il dit que c'est vous qui inventez cette histoire. Il dit que vous êtes, comment a-t-il formulé, fragile mentalement depuis la mort de votre mari. Fragile mentalement. Ces mots m'ont percé comme une lame. Il a dit ça? Oui. Il affirme que vous avez des troubles de mémoire, que vous oubliez des choses, que vous confondez parfois la réalité et vos peurs. C'est faux? Je sais. L'inspecteur a soupiré. Madame Renoir, je vous crois. Mais votre fils est très convaincant. Il est calme, posé, articulé. Il a répondu à toutes nos questions sans se troubler. Parce qu'il a préparé ses réponses. C'est possible. Et le témoignage d'Othon? Il dit que son fils est un enfant sensible, avec beaucoup d'imagination, que vous avez dû l'influencer, que vous lui avez mis ses idées dans la tête. J'ai fermé les yeux. Armand était en train de tout retourner contre moi, de faire de moi la coupable, la vieille folle qui invente des histoires, la grand-mère manipulatrice qui monte son petit-fils contre son père. Inspecteur, vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de preuves solides. La voiture, nous l'avons saisie. Elle est en cours d'expertise. Mais même si nous confirmons le sabotage, il faudra prouver que c'est lui qui l'a fait. Et comment? Empreintes, témoins, vidéos de surveillance, historique de ses déplacements. Nous cherchons. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord. Madame Renoir, soyez patiente. La justice prend du temps. Je sais. Et surtout, restez prudente. Votre fils sait maintenant que vous l'avez accusé. Il va peut-être essayer de vous contacter. Je ne répondrai pas. Bien. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Des larmes silencieuses. Des larmes de femme trahie 2 fois. Une première fois par son fils qui avait voulu la tuer. Une deuxième fois par ce même fils qui la faisait passer pour folle. L'après-midi est passé lentement. J'ai essayé de lire. Impossible. J'ai essayé de regarder la télévision. Impossible. Mon esprit tournait en boucle. À 17 heures, quelqu'un a sonné à ma porte. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai regardé par le Judas. Armand. Il était là, sur mon perron, en costume gris, l'air calme. Trop calme. Maman, ouvre.
Je sais que tu es là. Sa voix était douce, posée. La voix d'un fils inquiet. La voix d'un menteur. Je n'ai pas bougé. Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai reculé, silencieuse. Maman, tu ne peux pas m'accuser d'une chose pareille et te cacher. C'est lâche, lâche. Il osait me traiter de lâche. Lui qui avait essayé de me tuer en douce. Lui qui avait menti à la police. Lui qui salissait ma réputation pour sauver la sienne. Maman, ouvre cette porte. Sa voix s'était durcie. Ouvre, maintenant. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé l'inspecteur Moreau. Madame Renoir, il est devant chez moi. Qui? Armand. Ne lui ouvrez pas, j'envoie une patrouille immédiatement. Armand a frappé à la porte, fort. Maman, j'ai le droit de te parler. Tu es ma mère, bon sang. Puis plus fort. Ouvre cette putain de porte. J'ai sursauté. Armand ne jurait jamais. Armand était toujours poli, toujours contrôlé. Mais là, quelque chose en lui avait craqué. Tu crois que tu peux détruire ma vie comme ça? Tu crois que tu peux raconter n'importe quoi à la police et t'en tirer? Il a donné un coup de pied dans la porte. Réponds-moi! J'étais pétrifié, collé contre le mur du couloir, le téléphone serré dans ma main. Inspecteur, il devient violent. La patrouille arrive. Tenez bon. Armand a frappé encore et encore. Tu veux me détruire, c'est ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après t'avoir invité chez moi? Après t'avoir supporté toutes ces années? Supporter. Ce mot terrible. Tu n'es qu'une vieille femme pathétique qui s'accroche à un fils qui ne l'aime plus. Tu m'entends? Je ne t'aime plus, je ne t'ai jamais aimé. Chaque mot était un coup de poignard. Papa te détestait aussi, tu sais. Il disait que tu étais trop collante, trop étouffante. Il est mort pour t'échapper. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne faisais aucun bruit. Et maintenant, tu veux me détruire. Mais tu ne gagneras pas, maman, parce que personne ne te croira. Tu n'es qu'une vieille folle que plus personne n'aime. Puis, soudain, le silence, un silence terrible. J'ai entendu des pas qui s'éloignaient, une voiture qui démarrait. Quelques minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. J'ai ouvert la porte, tremblante. « Madame Renoir? Oui. Votre fils est parti? Oui. Vous allez bien? Non. Je n'allais pas bien. Mais j'ai hoché la tête. Oui. Ils ont pris ma déposition. Ils ont noté tout ce qu'Armand avait dit. Menace verbale, tentative d'intimidation. Nous allons ajouter ça au dossier. Merci. Madame, vous voulez qu'on reste un peu? Non, ça ira. Ils sont partis. Je me suis assise sur le canapé, dans le noir. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'avais plus de fils. Oh, biologiquement, oui. Armand était toujours mon fils. Mais l'enfant que j'avais aimé, celui que j'avais porté, celui pour qui j'aurais donné ma vie, cet enfant-là était mort. À sa place, il y avait un étranger qui me haïssait, un étranger qui voulait ma mort, un étranger qui venait de dire des choses que je n'oublierai jamais. Je ne t'aime plus, je ne t'ai jamais aimé. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une malédiction. Peut-être qu'il disait la vérité, peut-être qu'il ne m'avait jamais aimé, peut-être que tout ce que j'avais cru, son amour, ses câlins d'enfant, ses sourires, n'avait été qu'une illusion. J'ai sorti la photo d'Armand enfant de mon sac. Je l'ai regardé une dernière fois. Ce petit garçon aux joues rondes. Ce petit garçon qui me disait « Tu es la plus belle maman du monde ». Puis, je l'ai déchiré, lentement, en 2, puis en 4, puis en 1000 morceaux. Et j'ai pleuré, pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Pleuré la mort de mon fils, pleuré la mort de mon amour de mère, pleuré la mort de mes illusions. Ce soir-là, j'ai compris que je ne reverrai plus jamais Armand. Pas parce que la loi me l'interdirait, mais parce que moi, je ne voulais plus le voir. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous souhaite du mal, même si c'est votre enfant. Surtout si c'est votre enfant. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Moreau. « Madame Renoir, nous avons du nouveau. » « Oui, nous avons retrouvé des images de vidéosurveillance d'un magasin de bricolage à Neuilly. Le samedi soir, la veille de votre départ, votre fils a acheté un coupe-tube. Un coupe-tube. L'outil parfait pour sectionner un tuyau de frein. De plus, nous avons analysé son téléphone. Il a effectué plusieurs recherches Internet dans les jours précédant votre visite. À quel genre de recherche? Comment saboter des freins sans laisser de traces? Accident de voiture, mortel, frein. Assurance vie, montant maximum. Mon sang s'est glacé. Il avait tout planifié, méthodiquement, froidement. Madame Renoir,
Nous avons suffisamment d'éléments pour l'inculper. L'inculper? Oui. Tentative de meurtre avec préméditation. J'ai fermé les yeux. C'était fini. Mon fils allait être arrêté. Mon fils allait être jugé. Mon fils allait aller en prison. Madame Renoir, vous êtes toujours là? Oui. Vous allez bien? Non, je n'allais pas bien. Mais j'ai dit, oui, faites ce que vous avez à faire. Armand a été arrêté le jour même. Je n'étais pas là. Je ne voulais pas être là. Mais l'inspecteur Moreau m'a raconté. Armand n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il n'a rien dit. Il a juste regardé les policiers avec ce regard froid que je lui connaissais maintenant. Et il est parti me noter. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. « Allô? Grand-mère, c'est moi. Othon. » Sa petite voix tremblait. « Mon chéri, grand-mère, papa est parti. Les policiers sont venus. Maman pleure. Elle dit que c'est de ta faute. Mon cœur s'est brisé. Othon, c'est vrai, grand-mère? C'est toi qui as appelé la police? » J'ai fermé les yeux. Oui, un silence. Pourquoi? Parce que ton papa a fait quelque chose de très grave. Quelque chose qui aurait pu me faire beaucoup de mal. Je sais. La voiture. Oui, un autre silence. Puis, d'une toute petite voix, « Grand-mère, je t'aime. » Les larmes ont coulé sur mes joues. « Je t'aime aussi, mon chéri. Plus que tout. Tu vas revenir? Je ne sais pas. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. » J'ai pris une grande inspiration. On se reverra, mon chéri. Je te le promets. Mais pas tout de suite. D'accord. Sois fort. D'accord? Il a raccroché. Et je suis restée seule. Seule avec ma douleur. Seule avec ma décision. Seule avec mes regrets. Mais aussi seule avec une certitude. J'avais fait ce qu'il fallait. Même si ça me détruisait. Même si ça me coûtait mon fils. J'avais fait ce qu'il fallait. Parce que parfois, aimer, c'est savoir dire non. Même à son propre enfant, surtout à son propre enfant. Les semaines qui ont suivi l'arrestation d'Armand ont été les plus étranges de ma vie. Étranges parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Du soulagement. Pas de la joie, non. Pas de la satisfaction non plus. Juste du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir peur. Le soulagement de ne plus devoir faire semblant. Le soulagement de pouvoir enfin respirer. Les premiers jours, je suis restée chez moi. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai répondu à aucun appel. J'avais besoin de silence, de calme, de temps pour comprendre ce qui venait de se passer. Parce que perdre un enfant, même un enfant qui vous a trahi, c'est un deuil étrange, un deuil dont on ne peut pas parler. Comment dire à quelqu'un « Mon fils a voulu me tuer, alors je l'ai fait arrêter » Comment expliquer ce mélange de douleur et de soulagement? Comment faire comprendre qu'on peut pleurer quelqu'un qui est encore vivant? J'ai passé des heures assise dans le salon, à regarder par la fenêtre. Le jardin était nu maintenant. L'automne avait tout emporté. Les feuilles, les fleurs, les couleurs. Il ne restait que des branches grises et un ciel bas. Mais dans cette nudité, il y avait quelque chose d'honnête, quelque chose de vrai. Plus de faux semblants, plus de beauté artificielle, juste la réalité brute. Un matin, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans expéditeur. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un mot écrit à la main. Une écriture d'enfant. « Grand-mère, tu me manques. Maman ne veut pas que je te parle. Elle dit que tu es méchante. Mais moi, je sais que tu n'es pas méchante. Tu m'as sauvée. Et moi aussi, je t'ai sauvée. Je t'aime. Othon. » Les larmes me sont montées aux yeux. Ce petit garçon courageux qui comprenait ce que les adultes refusèrent de voir. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans la boîte où je garde mes souvenirs précieux. La boîte où se trouvait autrefois la photo d'Armand enfant. La boîte où il n'y avait plus maintenant qu'un vide. Un vide que cette lettre d'Othon venait combler, un peu. J'ai décidé de lui répondre. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai sorti du papier et un stylo, et j'ai écrit « Mon cher Othon, ta lettre m'a fait beaucoup de bien. Merci d'avoir pensé à moi. Tu as raison, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Toi, tu m'as sauvé la vie en me disant de ne pas monter dans la voiture. Et moi, j'espère t'avoir sauvé en disant la vérité. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. Je sais que ta maman est triste et en colère. Mais tu dois comprendre une chose. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute, ni de la mienne en vérité. Ton papa a fait un choix, un mauvais choix. Et parfois, les mauvais choix ont des conséquences.
Je t'aime très fort, mon chéri. Et un jour, quand tu seras plus grand, tu comprendras mieux. En attendant, sois fort, sois bon, et n'oublie jamais que tu as un cœur magnifique. Ta grand-mère qui t'aime, Mélinda. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe. J'ai écrit l'adresse d'Armand, qui était maintenant celle de Céline et Othon, et je suis sortie pour la poster. C'était la première fois que je sortais de chez moi depuis l'arrestation d'Armand. L'air était froid, le ciel était gris, mais j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres au bout de la rue, lentement, en prenant le temps de respirer. Sur le chemin, j'ai croisé Madame Lefebvre, ma voisine. Une femme âgée, toujours souriante, qui jardine même en novembre. « Bonjour, Mélinda. »« Bonjour, Madame Lefebvre. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vue. Tout va bien ?» J'ai hésité. Que dire? Non, tout ne va pas bien. Mon fils a essayé de me tuer et il est en prison. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai souri. Oui, tout va bien. J'ai juste été occupée. Ah, tant mieux. Vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, c'est gentil. Je suis rentrée chez moi en me disant que j'avais de la chance d'avoir des voisins bienveillants, de la chance d'avoir une maison, de la chance d'être en vie, parce que j'aurais pu mourir. Si Othon n'avait pas été là, si je n'avais pas écouté mon instinct, si j'étais montée dans cette voiture, je serais morte sur l'autoroute. Et Armand aurait touché l'assurance vie, et personne n'aurait su. Cette pensée me glaçait, mais elle me donnait aussi de la force, parce que j'avais survécu. J'avais survécu et j'avais agi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Moreau. « Madame Renoir, je voulais vous tenir informée. Le juge d'instruction a confirmé la mise en examen de votre fils pour tentative de meurtre avec préméditation. » D'accord. Le procès aura lieu dans quelques mois. Vous serez convoqué pour témoigner. Je sais. Vous vous sentez prête? Prête? Je ne savais pas. Comment être prête à témoigner contre son propre fils? Comment être prête à le regarder dans les yeux et dire « Oui, c'est lui. C'est lui qui a voulu me tuer. Je ferai ce qu'il faut. » Bien. Et, Madame Renoir? Oui, vous avez fait preuve d'un grand courage. Du courage? Je n'avais pas l'impression d'être courageuse. J'avais juste l'impression d'avoir fait ce qui était juste, même si ça me coûtait tout. Un après-midi, j'ai décidé de ranger la chambre d'amis. Celle où Armand dormait quand il venait me voir, c'est-à-dire presque jamais. Il y avait encore quelques affaires à lui, des vieux livres, des vêtements qu'il avait laissés ici il y a des années, des photos. Je les ai regardées une par une. Armand a 10 ans, en colonie de vacances. Armand a 15 ans, avec son premier vélo. Armand a 20 ans, le jour de son diplôme. Sur toutes ces photos, il souriait. Mais maintenant que j'y repensais, je voyais quelque chose d'autre, quelque chose de froid dans ce sourire, quelque chose de distant dans ce regard. Avais-je été aveugle? Avais-je refusé de voir? Ou bien Armand avait-il vraiment changé? Je ne le saurais jamais. J'ai mis toutes ces affaires dans un carton. Je l'ai fermé avec du ruban adhésif et je l'ai descendu à la cave. Pas pour les jeter, juste pour les mettre de côté. Parce qu'un jour, peut-être, Othon voudrait savoir qui était son père, savoir d'où il venait. Et j'aurais quelque chose à lui montrer. Le soir, je me suis assise dans mon salon avec une tasse de thé. J'ai allumé une bougie et j'ai pensé à Jean-Claude. Qu'aurais-tu fait, mon amour? Jean-Claude aurait été effondré. Armand était son fils unique, son héritier, son espoir. Mais Jean-Claude était aussi un homme juste, un homme qui croyait en la vérité, un homme qui disait toujours « on ne peut pas fuir ses responsabilités ». Et je savais, au fond de moi, qu'il aurait fait la même chose que moi. Peut-être même qu'il aurait été fier de moi. Fier que j'ai eu le courage de dire non, le courage de protéger ma propre vie, le courage de ne pas me laisser détruire. J'ai bu mon thé lentement, en regardant la flamme de la bougie danser dans le noir, et j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus la même femme. Celle qui était montée dans le train pour Neuilly il y a quelques semaines était une femme qui cherchait encore l'amour de son fils. Une femme qui espérait encore qu'un jour, il redeviendrait l'enfant qu'il avait été. Une femme qui se serait sacrifiée pour lui. Mais cette femme-là était morte. À sa place, il y avait une femme qui avait compris que l'amour ne suffit pas, qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous détruit. Et que parfois, se protéger soi-même, c'est la plus grande forme d'amour. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée chez le coiffeur. « Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, Madame Renoir ?»
m'a demandé Sophie, ma coiffeuse habituelle. Coupez tout. Tout? Oui. Court, moderne, quelque chose de nouveau. Elle m'a regardée, surprise. Vous êtes sûre? Vous avez les cheveux longs depuis que je vous connais. Justement, il est temps de changer. Elle a souri. D'accord, on y va? Pendant qu'elle coupait, je regardais mes cheveux tomber par terre. Des mèches grises, des mèches qui portaient des années de douleur, des années de sacrifice, des années de faux espoirs. Et quand elle a eu fini, je me suis regardée dans le miroir. Une femme nouvelle me regardait. Une femme aux cheveux courts, une femme au regard clair, une femme qui avait survécu. « Vous êtes magnifique », a dit Sophie. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel. Maître Dupuis, mon notaire. Mélinda, j'ai du nouveau. Oui, j'ai reçu une notification du tribunal. Armand conteste votre Nouveau Testament. Mon sang s'est glacé. Il conteste? Oui. Il affirme que vous l'avez rédigé sous la contrainte, que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Encore cette stratégie. Encore ce mensonge. Je suis folle. Je suis manipulée. Je ne sais pas ce que je fais. Maître, ce testament est légal? Absolument. Vous étiez lucide. J'en témoignerai si nécessaire. Alors, il ne peut rien faire? Rien. Mais il va essayer. C'est tout ce qui lui reste. J'ai souri. Un sourire triste, mais un sourire quand même. Laissez-le essayer. Parce que j'avais compris quelque chose. Armand pouvait me haïr. Armand pouvait me salir. Armand pouvait mentir. Mais il ne pouvait plus me faire de mal. Parce que j'avais fait le choix le plus difficile de ma vie. Le choix de me protéger. Le choix de dire la vérité. Le choix de lâcher prise. Et ce choix, personne ne pouvait me l'enlever. Le soir, je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai sorti mon carnet et un stylo. Et j'ai écrit. Il y a des moments dans la vie où on doit choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Aimer son enfant, c'est facile. Mais parfois, aimer son enfant, c'est aussi savoir le laisser partir. Savoir dire « je t'aime, mais je ne peux plus accepter ce que tu me fais ». Savoir dire « je t'aime, mais je dois me protéger ». Savoir dire « je t'aime, mais je ne suis pas responsable de tes choix. J'ai fait ce que je devais faire, et maintenant je dois vivre avec cette décision. Vivre avec la douleur, vivre avec la culpabilité, vivre avec le vide, mais aussi vivre avec la certitude que j'ai fait ce qui était juste. Non seulement pour moi, mais aussi pour Othon. Et peut-être, un jour, pour Armand lui-même. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous détruit, et on ne peut pas sauver quelqu'un en se sacrifiant. J'ai refermé le carnet, et j'ai compris que j'étais prête. Prête pour le procès, prête pour témoigner, prête pour affronter Armand une dernière fois, prête pour tourner la page, et peut-être, un jour, prête pour recommencer à vivre. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard, au printemps. 6 mois pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, à vivre pour moi, à vivre sans attendre l'amour de quelqu'un qui ne pouvait plus me l'offrir. Ces 6 mois ont été à la fois longs et nécessaires. J'ai pris le temps de me reconstruire, de comprendre, de pardonner. Pas à Armand, à moi-même. Parce que pendant des années, je m'étais demandé « Où ai-je échoué? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment ai-je pu élever un enfant capable de me faire ça ?» Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas ma faute, que j'avais fait de mon mieux, que j'avais aimé du mieux que je pouvais, et que les choix d'Armand lui appartenaient, pas à moi. Le jour du procès est arrivé un matin d'avril. Le ciel était bleu, les arbres étaient en fleurs, le printemps avait ramené la vie. Je me suis habillée simplement, une robe bleu marine, un manteau beige, des chaussures plates, pas de bijoux, pas de maquillage excessif, juste moi. L'inspecteur Moreau est venu me chercher. « Bonjour, Madame Renoir. Prête? Autant qu'on peut l'être. » Il a souri. « Vous allez très bien vous en sortir. Dites juste la vérité. C'est tout ce que je sais faire. » Nous sommes arrivés au palais de justice de Versailles, un grand bâtiment imposant avec des colonnes et des marches en pierre. Des gens entraient et sortaient, des avocats en robe, des policiers, des familles qui attendaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. Dans la salle d'audience, il y avait déjà du monde. Des journalistes, des curieux, des membres du barreau. Et là, au premier rang, derrière la vitre du box des accusés, Armand. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il avait maigri. Son visage était pâle, ses yeux cernés. Il portait un costume sombre, une chemise blanche.
Il avait l'air d'un homme respectable, mais je savais ce qu'il était. Nos regards se sont croisés. Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu de la haine, de la rage, du mépris, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je n'attendais pas, de la peur, parce qu'Armand savait qu'il avait perdu. Il le savait depuis le début, mais il refusait encore de l'accepter. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Veuillez vous asseoir. Le procès a commencé. L'avocat général a lu l'acte d'accusation. Monsieur Armand Renoir, vous êtes accusé de tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de votre mère, Madame Mélinda Renoir, dans la nuit du 23 au 24 novembre 2024. Les mots résonnaient dans la salle. Tentative de meurtre sur la personne de votre mère. Des mots terribles, des mots qui disaient la vérité. Puis ce fut le tour des témoins. Monsieur Bertrand, mon garagiste, a été le premier à témoigner. Il a expliqué comment il avait inspecté la voiture, comment il avait trouvé le tuyau de frein sectionné, comment il avait su immédiatement que c'était un sabotage. Ce n'était pas une usure naturelle, c'était une coupe nette, faite avec un outil. Quel genre d'outil? Un coupe-tube, probablement. L'avocat de la défense s'est levé. Monsieur Bertrand, est-il possible que quelqu'un d'autre ait saboté cette voiture? Techniquement, oui. Donc vous ne pouvez pas affirmer que c'est mon client qui l'a fait. Non, mais... Merci, monsieur Bertrand. Puis ce fut au tour de l'inspecteur Moreau. Il a présenté les preuves. Les images de vidéosurveillance du magasin de bricolage, l'achat du coupe-tube, les recherches Internet d'Armand. Monsieur Renoir a effectué plusieurs recherches sur Google dans les jours précédant la visite de sa mère. Quel genre de recherche? Comment saboter des freins? Accident mortel, frein défaillant. Assurance vie, 250 000 €. Un murmure a parcouru la salle. L'avocat de la défense s'est levé à nouveau. Inspecteur, mon client affirme qu'il faisait des recherches pour un roman qu'il écrivait. Un roman? Oui, un thriller. L'inspecteur Moreau a souri. Un sourire froid. Votre client n'a jamais écrit de roman de sa vie. Et il n'y a aucune trace d'un quelconque projet littéraire sur ses ordinateurs. L'avocat s'est rassis, vexé. Puis ce fut mon tour. Madame Mélinda Renoir, veuillez vous avancer à la barre. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Mes mains aussi. Mais j'ai marché jusqu'à la barre. J'ai posé ma main sur la Bible. Et j'ai juré de dire la vérité. Madame Renoir, racontez-nous ce qui s'est passé le dimanche 24 novembre. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai raconté. L'appel téléphonique d'Armand. L'invitation inhabituelle. Le week-end glacé à Neuilly. Le comportement étrange de mon fils. Les murmures nocturnes. Et puis, ce dimanche matin. La valise dans le coffre. Othon qui court vers moi. Sa petite voix qui tremble. Grand-mère, ne monte pas dans la voiture. J'ai vu ce que papa a fait. Ma voix s'est brisée. J'ai dû m'arrêter. Le juge m'a tendu un verre d'eau. Prenez votre temps, madame. J'ai bu une gorgée. J'ai respiré. Et j'ai continué. Othon pleurait. Il était terrorisé. Il m'a supplié de ne pas monter dans la voiture. Et vous avez écouté? Oui, parce que j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de vrai. Et ensuite, j'ai inspecté la voiture. J'ai vu la flaque de liquide de frein. J'ai appelé mon garagiste. Il m'a dit de ne surtout pas monter dedans. Le juge s'est tourné vers Armand. « Monsieur Renoir, avez-vous quelque chose à dire ?» Armand s'est levé. Il était calme. Trop calme. « Oui, monsieur le juge. Ma mère ment. » Un silence glacial. « Ma mère est une femme fragile. Une femme qui n'a jamais accepté la mort de mon père. Une femme qui vit dans le passé. Elle m'en veut parce que j'ai réussi ma vie. Parce que je ne corresponds pas à l'image qu'elle avait de moi. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas de tristesse, de rage. Elle a manipulé mon fils. Elle lui a mis des idées dans la tête. Et maintenant, elle essaie de me détruire. » Le juge l'a regardé longuement. « Monsieur Renoir, nous avons des preuves matérielles, des vidéos, des recherches. Comment expliquez-vous cela? Je ne peux pas. Mais je n'ai pas saboté cette voiture. » Puis l'avocat général s'est levé. « Monsieur le juge, nous avons un dernier témoin. » Qui? Othon Renoir, le petit-fils de Madame Renoir, le fils de l'accusé. Mon cœur s'est arrêté. Othon? Ils allaient donc faire témoigner Othon? La porte s'est ouverte. Une assistante sociale est entrée. Et derrière elle, Othon. Il avait grandi. En 6 mois, il avait changé. Il était plus grand, plus mince, plus triste aussi. Il portait un costume bleu marine trop grand pour lui.
Ses cheveux étaient coiffés en arrière. Il avait l'air d'un petit adulte. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu l'enfant. L'enfant qui avait sauvé sa grand-mère. Il a souri. Un petit sourire timide. Et j'ai su qu'il allait dire la vérité. « Othon, tu sais pourquoi tu es ici ?»« Oui, monsieur. Tu vas nous dire ce que tu as vu, d'accord ?»« D'accord. » Le juge s'est penché vers lui. « Othon, tu n'as pas à avoir peur. Tu dois juste dire la vérité. »« Je sais. Alors, qu'est-ce que tu as vu le samedi soir chez toi ?» Othon a regardé son père. Armand le fixait, le visage fermé. Puis Othon a détourné les yeux. « J'ai vu papa dans le garage. Il était sous la voiture de grand-mère. Il avait des outils. Quelle heure était-il ? Tard. Peut-être 22 heures. Je ne dormais pas. J'avais soif. Je suis descendu et je l'ai vu. Et qu'a-t-il fait quand il t'a vu ? Il m'a dit que c'était une surprise pour grand-mère, que je ne devais rien dire. » Le juge a hoché la tête. « Et le lendemain matin ? » Le lendemain, j'ai vu du liquide par terre, sous la voiture. Et j'ai eu peur. Parce que sa voix s'est cassée. Parce que quoi, Othon ? Il a regardé son père à nouveau. Puis il a dit, d'une toute petite voix, « Parce que j'avais entendu papa et maman parler. Ils disaient que quand grand-mère serait morte, on aurait beaucoup d'argent. » Un silence de plomb. Armand s'est levé d'un coup. « C'est faux. Il ment. Elle lui a dit de dire ça. » Le juge a frappé son marteau. « Monsieur Renoir, asseyez-vous. »« Mais il ment. Asseyez-vous ou je vous fais évacuer. » Armand s'est rassis, tremblant de rage. Le juge s'est tourné vers Othon. « Othon, es-tu sûr de ce que tu dis ?»« Oui, monsieur. »« Personne ne t'a dit de mentir ?»« Non, monsieur. » Le juge a hoché la tête. « Merci, Othon. Tu peux retourner avec l'assistante sociale. » Othon est descendu de la barre. En passant devant moi, il s'est arrêté. Il m'a regardé. Et il a murmuré. « Je t'aime, grand-mère. » Les larmes ont coulé sur mes joues. « Je t'aime aussi, mon chéri. » Puis il est parti. Le procès a continué toute la journée. Les plaidoiries, les arguments, les contre-arguments. L'avocat d'Armand a tout essayé. Il a dit que j'étais une mère possessive, que j'avais manipulé mon petit-fils, que les preuves n'étaient pas suffisantes. Mais l'avocat général a été implacable. Les preuves sont là, les vidéos, les recherches Internet, l'achat du coupe-tube, le témoignage de l'enfant, le mobile financier, tout concorde. Monsieur Armand Renoir a planifié l'assassinat de sa propre mère pour toucher une assurance vie de 250 000 €. Il a invité sa mère chez lui. Il a saboté sa voiture. Et si son fils de 8 ans n'avait pas eu le courage de parler, Madame Renoir serait morte sur l'autoroute. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. C'est une tentative de meurtre préméditée, calculée, froide. Et pour cela, je demande la peine maximale. Le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu 3 heures. 3 heures interminables. Puis le juge est revenu. « Veuillez vous lever. » Tout le monde s'est levé. « Monsieur Armand Renoir, la Cour vous reconnaît coupable de tentative de meurtre avec préméditation. Vous êtes condamné à 12 ans de réclusion criminelle. » 12 ans. Armand est devenu blanc. Il a chancelled. Son avocat l'a rattrapé. De plus, vous êtes déchu de vos droits parentaux sur votre fils mineur, Othon Renoir. La garde sera confiée à la mère, sous contrôle judiciaire. Armand a regardé le juge, puis moi. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose s'effondrer. Pas du remords, pas de la culpabilité. Juste la réalisation qu'il avait tout perdu. Sa liberté, son fils, sa réputation, sa vie, tout. Les policiers l'ont emmené. Il ne s'est pas retourné. Il n'a rien dit. Il est parti, menotté, la tête basse. Et moi, je suis restée assise. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas de victoire. Juste du soulagement. Le soulagement que justice ait été faite. Le soulagement qu'Othon soit protégé. Le soulagement de pouvoir enfin respirer. En sortant du tribunal, l'inspecteur Moreau m'a serré la main. « Félicitations, Madame Renoir. Merci. Vous avez été très courageuse. » J'ai souri tristement. Je n'avais pas le choix. Si, on a toujours le choix. Et vous avez fait le bon. Dehors, le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Le printemps était là. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose de léger. Quelque chose de nouveau. L'espoir. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison. D'Armand. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, quelques lignes.
Maman, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas de le faire. Je voulais juste te dire que tu avais raison. J'ai tout perdu. Ma liberté, mon fils, ma dignité. Et maintenant, je suis seule. Complètement seule. Les autres détenus me regardent avec mépris. Ils disent qu'un homme qui essaie de tuer sa mère est le pire des hommes. Et ils ont raison. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches. Armand. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas du remords. C'était juste la constatation d'un homme qui avait tout perdu. J'ai plié la lettre. Et je l'ai rangée dans la boîte avec les autres souvenirs. Parce que c'était fini. L'histoire était terminée. Armand avait fait ses choix. Et maintenant, il en payait le prix. Pas par ma vengeance. Pas par ma colère. Mais par la vie elle-même. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 1 an a passé depuis le procès. 1 an depuis cette journée de printemps où la justice a été rendue. 1 an depuis que j'ai vu Armand pour la dernière fois. Aujourd'hui, c'est le mois de mai. Les roses de mon jardin sont en fleurs. Les mêmes roses que Jean-Claude avait plantées il y a tant d'années. Elles reviennent chaque année. Fidèles, constantes, belles. Je suis assise sur le banc du jardin, une tasse de thé à la main. Le soleil réchauffe mon visage. Les oiseaux chantent. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Pas une paix parfaite, parce que la douleur est toujours là. La douleur de la trahison, la douleur de la perte. La douleur d'avoir dû choisir entre ma vie et mon fils. Mais c'est une douleur que j'ai appris à porter. Une douleur qui ne me détruit plus. Une douleur qui m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que l'amour ne suffit pas toujours. Qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Qu'on ne peut pas s'effacer pour quelqu'un qui vous efface. Elle m'a appris que dire non, c'est aussi une forme d'amour. Dire non à la violence. Dire non à la manipulation. Dire non à la destruction. Et surtout, elle m'a appris que je mérite de vivre, pas de survivre. Vivre. La sonnette de la porte d'entrée a retenti. Je me suis levée lentement. À 61 ans, les articulations rappellent leur présence. J'ai ouvert la porte et j'ai souri. Othon. Il était là, sur mon perron, avec un petit sac à dos et un sourire timide. « Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon chéri. » Derrière lui, Céline était dans la voiture. Elle ne souriait pas. Elle ne souriait jamais. Mais elle a fait un geste de la main. Un geste froid, mais un geste quand même. Après le procès, les relations avec Céline avaient été compliquées. Elle m'en voulait. Elle disait que j'avais détruit sa famille, que j'avais pris le père de son fils. Mais avec le temps, elle avait compris. Compris qu'Armand était responsable. Compris que je n'avais fait que me protéger. Compris que si je n'avais rien dit, je serais morte. Alors, petit à petit, elle avait accepté qu'Othon vienne me voir. 1 fois par mois, puis 2 fois. Et maintenant, presque chaque semaine. Parce qu'Othon avait besoin de moi. Et moi, j'avais besoin de lui. « Entre, mon chéri. » Il est entré, a posé son sac et s'est jeté dans mes bras. « Tu m'as manqué, grand-mère. Tu m'as manqué aussi. Nous avons passé l'après-midi ensemble. J'ai préparé son goûter préféré, des crêpes au chocolat et un verre de lait. Nous avons joué aux cartes. Nous avons ri. À un moment, il m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. « Grand-mère, tu penses à papa parfois ?» J'ai hésité. Comment répondre à cette question? « Oui, mon chéri, je pense à lui. »« Tu es triste ?»« Oui, mais pas de la tristesse que tu crois. »« Comment ça ?» J'ai pris sa petite main dans la mienne. Je suis triste pour l'homme qu'il est devenu, pas pour l'homme qu'il aurait pu être. Je comprends pas. Ton papa, il a fait des choix, des mauvais choix. Et maintenant, il doit vivre avec ses choix. Moi, je suis triste qu'il ait choisi ce chemin, mais je ne suis pas responsable de ses choix. Othon a hoché la tête lentement. Maman dit que papa est un monstre. Non, mon chéri, il n'est pas un monstre. Il est juste perdu. Tu lui pardonnes ? Cette question, cette terrible question. Je ne sais pas, Othon. Le pardon, c'est compliqué. Mais ce que je sais, c'est que je ne le laisse plus me faire du mal. Et ça, c'est le plus important. Il a souri. Tu es forte, grand-mère. Non, mon chéri, je suis juste vivante. Le soir, après qu'Othon soit reparti, je suis retournée dans le jardin. Le soleil se couchait. Le ciel était rose et orange. Magnifique. Je me suis assise sur le banc. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 1 an, j'étais une femme brisée, une femme qui avait peur, une femme qui se demandait si elle méritait de vivre. Aujourd'hui, je suis une femme différente, une femme qui sait qu'elle a de la valeur,
Une femme qui a appris à se protéger. Une femme qui a trouvé la paix, même dans la douleur. Et je sais que mon histoire peut aider d'autres femmes, d'autres mères, d'autres grand-mères, parce que nous sommes nombreuses à aimer des gens qui nous font du mal, nombreuses à nous sacrifier pour des enfants qui ne nous respectent pas, nombreuses à croire que l'amour doit tout pardonner. Mais j'ai appris quelque chose. L'amour ne doit pas tout pardonner. L'amour doit aussi savoir dire non. L'amour doit aussi savoir partir. L'amour doit aussi savoir se protéger. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui veut nous détruire. Et on ne peut pas se détruire pour sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. J'ai sorti mon carnet, celui où j'écris mes pensées. Et j'ai écrit une dernière chose. À toutes les femmes qui m'écoutent, si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, alors sachez ceci. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de partir. Peu importe qui vous fait du mal. Peu importe si c'est votre mari, votre frère, votre fils. Peu importe combien vous les aimez. Votre vie a de la valeur. Votre dignité a de la valeur. Et personne n'a le droit de vous l'enlever. J'ai 61 ans maintenant. J'ai survécu à une tentative de meurtre. J'ai survécu à la trahison de mon propre fils. J'ai survécu à la douleur de devoir choisir entre ma vie et mon amour de mère. Et je suis encore là, vivante, debout, en paix. Si moi, j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes folle. Ne laissez personne vous faire croire que vous méritez d'être maltraité. Ne laissez personne vous voler votre vie. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et ceux qui font le mal finissent toujours par le payer. Pas par notre vengeance, mais par la justice naturelle de l'univers. Armand est en prison aujourd'hui. Seul, rejeté, méprisé. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que c'est la conséquence naturelle de ses actes. Et moi, je suis dans mon jardin, entouré de roses, entouré de paix, entouré d'amour, l'amour d'Othon, l'amour de mes voisins, l'amour de moi-même. Et c'est suffisant. J'ai refermé le carnet, j'ai regardé le ciel qui s'assombrissait, et j'ai souri, parce que j'avais survécu, parce que j'avais dit la vérité, parce que j'avais choisi la vie, et que maintenant, je pouvais enfin vivre, vraiment vivre. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.